Dans Smart Patrimoine, on se pose cette question un peu piquante. Est-ce que les médias financiers fabriquent de mauvais investisseurs? Cette question, on la pose à notre invité, Régis Yankovici. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Luxavie. C'est ça. Régis, on n'a jamais eu autant d'infos. Alors, on en fait partie, évidemment, sur Bismart, Smart Patrimoine, Smart Bourse. Mais on a aussi YouTube avec tous ces influenceurs, les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir autant d'infos ou trop d'infos tue d'infos, finalement? Alors, on serait tenté de dire... On a de l'information, welcome, et je vais devenir un meilleur investisseur. Oui. Alors, c'est pas si simple. D'abord parce qu'il faut pouvoir évaluer la qualité de l'information. Et pour l'évaluer, il faut quand même certaine expérience. Et cette information que vous décrivez est souvent faite pour des investisseurs privés. Pour des investisseurs professionnels, plus d'informations, eux savent faire le tri. Nous savons faire le tri. Donc je dirais, on peut répondre sans embâche, oui, c'est une bonne nouvelle. Mais pour les investisseurs privés, c'est plus compliqué que ça, parce que d'abord, il y a une attirance, oui, et c'est regrettable, pour le gratuit. On préfère aller sur YouTube qui est gratuit ou presque, plutôt que d'acheter un terminal Bloomberg qui vaut plusieurs milliers d'euros par mois. Exactement. Alors c'est bien parce que vous avez pris vraiment les deux extrêmes, mais entre les deux, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Et puis, il faut savoir donc analyser la qualité, l'utilité de l'information, et puis savoir à partir de cette information-là, quelle décision prendre. Parce que quand bien même vous faites la bonne analyse, je prends un exemple qui remonte un petit peu, l'élection de Trump. Le premier mandat. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le marché disait, si c'est Trump, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. 2016. Bon. 2016, ouais. Et les marchés ont baissé 2-3 heures. Et puis après, dans la nuit, on avait les futurs remontés et on a fini en très forte hausse. Ça veut dire que quand bien même vous aviez la bonne information ou la bonne analyse, quelle décision vous preniez, sans doute à l'envers de ce qu'il aurait fallu faire. On a vu la même chose sur l'or récemment. On se dit, tiens, quand il y a une guerre, une inquiétude, l'or va monter. Et on s'est aperçu finalement que ce n'était pas la valeur refuge attendue. C'est vrai que ça avait déjà beaucoup grimpé. Absolument. On en a parlé sur ce plateau moult fois. Et effectivement, l'or est devenu un objet plus de spéculation plutôt que de protection. Alors, je retourne à nos investisseurs. Quels sont les biais comportementaux que vous observez justement chez les investisseurs privés qui sont abreuvés aujourd'hui d'informations? C'est ça. Alors, on pourrait vraiment en citer beaucoup. Les quelques-uns que je retiens, c'est d'abord une sorte d'excès de confiance. C'est-à-dire que on a des informations, on prend des décisions, et puis comme les marchés, globalement, depuis de nombreuses années, sont un peu mono-tendance, on a l'impression d'avoir la maîtrise de ce qu'on fait, alors qu'en réalité, on ne maîtrise pas grand-chose. Et donc, l'investisseur peut être dans une sorte d'euphorie d'investissement et se croire un peu pour le roi du monde. Et c'est pour ça que je conseille, il vaut mieux apprendre déjà à perdre avant de gagner, parce qu'on apprend plus de choses dans les phases baissières. L'autre biais qui peut être fâcheux, c'est un biais d'action. L'information peut pousser à l'action. C'est-à-dire, on voit une info, tiens, tout de suite, on a envie de trader, on a envie de rentrer sur la valeur. Exactement. On est tenté de participer. Il y a le fameux fear of missing out. FOMO, la peur de rater le train. Exactement. Et ça, en général, les études ont démontré que pour les particuliers, plus ils tournent, moins ils performent. D'accord. Alors, c'est pas... Ils tournent, ça veut dire faire beaucoup de trades, finalement, quand on en fait moins, mécaniquement, déjà, on a moins de frais. Ne serait-ce que pour ça, mais souvent on se prend des portes de saloon, c'est-à-dire qu'on va rentrer trop tard, on va sortir au mauvais moment, et donc c'est... Alors il ne faut pas en faire une règle absolue, c'est pas la relativité, quoi. C'est pas une équation, c'est-à-dire qu'on voit un des meilleurs fonds au monde, Médallion, à un taux de rotation de 300, 400, 500%. Il n'est pas publié, mais il est dit qu'il tourne plusieurs fois par an. Donc c'est pas trop de rotation égale sous-performance. Mais pour un particulier, c'est quand même important d'avoir ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester immobile. Non, il y a peut-être, je ne sais pas, 1, 2 décisions importantes à faire par an. Ce qu'on a entendu, Régis, là, récemment, avec l'hyper-volatilité qu'on a eue après, avec l'entrée en guerre de l'Iran, c'est vrai que c'était plutôt attention...
voilà, par grand vent, finalement, on ne fait rien, on garde son allocation, parce que si on la change, on risque justement d'aller tout sur l'armement au moment où ça bouge, d'aller sur l'or au moment où là aussi ça baisse, comme vous le disiez, de prendre les portes de saloon. Ça veut dire qu'à un moment, il faut mieux décider d'une allocation peut-être en début d'année et s'y tenir coûte que coûte, ou il faut l'optimiser. Alors, vous avez raison. Je suis d'accord avec le début de votre phrase, c'est-à-dire qu'il faut définir une allocation qui soit cohérente avec son objectif. C'est déjà éminemment important. Et définir des règles de gestion. Des règles de gestion, que ce soit n'importe quoi, pourvu qu'elles marchent. Vous les testez par le passé, vous voyez qu'elles ont marché, vous les mettez en œuvre pour l'avenir, et vous ne dérogez pas, vous essayez de l'améliorer petit à petit, mais d'avoir une méthode évite d'agir sous le coup de l'émotion ou sous le coup de l'information. Ils sont un peu liés. Est-ce qu'on peut résister justement à ces pièges psychologiques, à ces biais voilà, c'est comme on vient de le dire, de planifier à l'avance, de se dire, tiens, peut-être je dis n'importe quoi, à moins 10%, voilà, je sais que je ne vais pas supporter plus, donc je vais couper automatiquement. Comment on fait ? Pourquoi pas ? Si ça fonctionnait, très bien. En l'occurrence, vous risquez de vendre à chaque fois à moins 10 et de creuser votre dans le marché. Exactement. Mais dès lors que vous avez votre méthode et qu'elle fonctionne, je crois qu'il faut la mettre en œuvre. Et il faut la mettre en œuvre sur des produits. Quand vous achetez un produit, dites-vous, est-ce que le temps est mon ami ? C'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que quand vous achetez un titre vif, le temps n'est pas forcément votre ami parce que la société peut disparaître. Quand vous achetez un ETF, l'ETF ne peut pas disparaître. Enfin, l'indice ne peut pas disparaître. L'ETF, après, il peut être. Il peut y avoir des OST sur l'ETF, c'est un autre sujet. Vous prêchez pour votre paroisse parce que on a quand même une meilleure performance que ceux qui restent longtemps sur les valeurs. Pour peu que la valeur monte, on pense à Apple, on pense à Coca-Cola, on pense à des valeurs qui ont enrichi quand même au cours des générations. Mais vous savez, moi, dans les années 90, quand j'ai commencé ce métier, on me disait qu'il faut absolument acheter du Carrefour. Ouais. Acheter du Carrefour les yeux fermés, regardez ce que c'est devenu. On disait Carrefour, General Electric. Prenez les cours sur longue durée de Carrefour et General Electric, c'est une catastrophe. Donc c'est pas si simple. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, justement, pour en revenir à tout ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on appelle les finfluenceurs, c'est-à-dire les gens qui créent une chaîne, qui sont ou pas une autorité d'ailleurs, puisqu'on voit des gens des fois très jeunes qui ont quelques milliers d'euros sur leur PEA et qui donnent des conseils de manière très très péremptoire, très très avisée. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Un sentiment très mitigé. Mitigé parce que il faut un travail que peut-être on n'a pas su faire. C'est-à-dire de l'éducation financière, de la pédagogie. Moi, je me souviens, donc, quand j'ai commencé, les gens qui venaient travailler avec nous, forcément, nous faisaient confiance aveuglément. Et certains ont pu commettre des excès sur les frais, etc. Donc, il y a une pédagogie qui n'a pas été suffisamment faite. Maintenant, ce côté très affirmatif, vous dites péremptoire, je suis d'accord, parfois me fait un peu grincer des dents parce que ce métier, la matière première, c'est le doute. C'est le questionnement. C'est d'abord de poser les bonnes questions avant d'essayer de trouver des réponses. Et là, on nous sert des réponses toutes faites sur un plateau. C'est presque trop beau pour être vrai. Ouais, c'est vrai qu'on a des portefeuilles tout faits. Voilà. Alors, ils ne proposent pas forcément de gagner des milliers d'euros. D'ailleurs, s'ils vous les proposent, c'est qu'il y a un lot. Attention aux formations aussi. Il y a des formations aussi qui sont vendues aujourd'hui. Des gens très, très malins qui vous disent, voilà, vous pouvez vous enrichir facilement. Là aussi, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on essaye de faire, notamment sur les médias financiers traditionnels. Absolument. J'ai beaucoup de clients qui viennent vers moi en me disant « J'ai suivi la formation d'un tel, donc on va ouvrir un contrat assurance vie, on va gérer, etc., etc. Mais je voudrais que vous fassiez comme ci, comme ça. » Je dis « Attendez, on va d'abord discuter, puis je vais vous expliquer, moi, comment je fais. » Et puis, voilà. Mais ça, quelque part, ça enrichit la discussion dès le départ. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, on ne peut pas regretter qu'il y ait de plus en plus d'informations, c'est pas mal, et puis ça ouvre en tout cas le débat. Soyez vigilants, c'est comme d'habitude sur Internet, il y a un petit peu de tout, et puis voilà, faites confiance quand même aux spécialistes. Gardez un œil critique. Exactement. Merci Régis. Merci Fabrice Yankovic, je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Cette édition de Smart Patrimoine se termine. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez Nicolas Pagnès très prochainement dans une nouvelle édition. Excellente journée à tous.